Ça, je n'avais pas montré la dernière fois. Vous m'entendez là? De l'autre côté? Oui. Oui. Oh, super. Allez. Heureusement qu'il n'y a pas de pause. Hein. Je termine. Je réponds à une question, quand même, qui n'a rien à voir avec le cours. Je réponds quand même à la question. Parce qu'après, il va dire il s'est défilé. Et puis les autres, ceux qui ont des notions, ça vous parlera. Ceux qui n'ont pas de notions, ça vous parlera pas. La question, c'était est-ce qu'on peut améliorer la force par l'étirement, c'est ça? Enfin, non, tu m'as dit que l'étirement était une technique de renforcement musculaire. C'est ça. C'est exprimé comme ça, c'est pas terrible. Hein, exprimé comme ça, c'est pas terrible. On sait que l'étirement peut potentialiser la contraction musculaire. Voilà, ça et c'est le principe de la pliométrie. Tout le monde a entendu parler de pliométrie, c'est-à-dire dans un laps de temps très très court, de l'ordre du milliseconde, une association de contraction de type excentrique, tout de suite suivie du concentrique derrière. Hein, c'est tout ce qui est par exemple saut en contrebas et rebond. Ça, c'est quelque chose qui a été énormément développé par la Fédération d'athlétisme, vous comprenez pourquoi. Et donc cette pliométrie-là, effectivement, fait intervenir notamment le réflexe myotatique. D'accord ? 1, l'élasticité musculaire, et 2, le réflexe myotatique. Donc, en ce sens, on peut dire que tu as des facteurs de la force qui sont reliés directement aux capacités d'étirement du muscle. Ça, c'est bon de dire ça, mais de dire que l'étirement est un type de renforcement musculaire, tu peux pas dire ça comme ça. Hein ? La force, c'est... bon, je vous fais un cours sur la force hein, dans votre cursus. Si ce cours a encore lieu quand vous y arriverez, hein, c'est souvent en K4 que je fais ça. On vous parle de force sans arrêt hein, dans notre cursus. On fait des mesures de force, on fait même des mesures centimétriques, des trucs de fou, quoi. Parce qu'on se demande qu'est-ce que les gens peuvent bien en faire. En fait, la force, c'est, si je dis à tout le monde, même au bout de 2 ou 3 ans, vous remballez tout, vous sortez une feuille, puis vous mettez ce que c'est que la force et comment vous envisagez les choses. Les étudiants sont rapidement secs. Parce qu'on leur parle de force, de mesure de force et tout, mais on ne sait pas trop ce que c'est en fait la force. Les gens demandez autour de vous définir la force et de récupérer de la force. Alors effectivement, quand on arrive à ta question, j'entends bien que tu es dans une discipline. Tu fais quoi comme discipline sportive? Du hand. Bon, enfin bref, on revient que t'es issu. T'as fait STAPS avant ou pas? Non. Ce qu'il faut, c'est savoir quels sont les mécanismes de la force. Plus que la force, définir la force, c'est entre guillemets, en indico, c'est relativement simple, mais ça vous amène pas grand-chose. Par contre, de dire quels sont les facteurs de la force, ouais, ça c'est plus intéressant parce qu'on peut avoir, je vais vous faire court, hein, bien sûr, je vais vous faire court, pas court dessus, je vais faire court, short. On peut avoir des mécanismes dits structuraux, c'est-à-dire des mécanismes qui sont en relation directe avec la structure même du muscle, à savoir des mécanismes liés à la typologie musculaire. Vous savez qu'il y en a des fibres type 1, de type 2. Dans les deux, vous avez les 2A, les 2B et les 2C qui sont indifférenciés. Et cette typologie musculaire répond à un métabolisme bien particulier. Si je fais simple, vous avez le métabolisme aérobie, le métabolisme anaérobie, qu'il soit lactique ou alactique. Et en fonction de ça, on peut, dans les programmes de renforcement musculaire, en fonction de la charge, en fonction du temps de repos, etc., du nombre de répétitions qui dépend de la charge, bien évidemment, on peut orienter notre renforcement musculaire sur telle ou telle typologie musculaire. Ça, c'est possible. Deuxième mécanisme qui est relié directement aux mécanismes structuraux, c'est l'hypertrophie. Dans l'esprit des gens, quand on a des gros muscles, on est très fort, c'est ça a ses limites. C'est la raison pour laquelle on prend souvent une centimétrie en kiné, mais si vous prenez quelqu'un qui a eu une ligamentoplastie, par exemple, moi, les gens, des fois, quand je suis des sportifs qui ont des ligamentoplasties au CREPS, moi je suis kiné au CREPS également, eh bien, les gars, ils ont bien récupéré, vous faites un bilan isocinétique, par exemple, qui est le gold standard à l'heure actuelle, ils ont récupéré quelque chose de pas trop mal, puis ils me disent, regarde André, moi j'ai l'air con, quoi, j'ai une canne, elle est encore comme ça. Ça prouve bien qu'il n'y a pas que
l'hypertrophie qui est reliée directement. Ça en fait partie, c'est un des facteurs, mais c'est pas que ça. Et puis le troisième élément des mécanismes structuraux, c'est les sarcomères. Hein, les sarcomères en série notamment. Ouais, les sarcomères en parallèle, bien sûr, mais c'est surtout ceux en série qui sont intéressants. J'en dis pas plus parce que là, ça nous emmène dans le cours et je suis pas là pour ça ce soir. Deuxième type de mécanisme sont les mécanismes reliés à les mécanismes nerveux. Hein. On avait les mécanismes qui étaient en lien avec la structure musculaire. Là, ça va être les mécanismes nerveux. Les mécanismes nerveux, c'est, pour faire simple, la synchronisation, le recrutement, ou plus exactement le recrutement, la synchronisation et la coordination. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont directement reliées à des phénomènes nerveux, et c'est ce qui explique qu'on peut avoir sur un gold standard des gens qui ont récupéré une force normale, alors que si vous prenez votre centimétrie, telle qu'on vous l'apprend, je dis pas qu'il faut pas la faire, hein, mais je dis que ça a ses limites, quoi. Ça a ses limites. Hein, parce que si vous prenez une centimétrie puis que vous dites, bah ouais, il y a une amyotrophie, et donc dans votre tête, bah amyotrophie égale perte de force. Bien sûr que 80 ou 90% des cas, c'est ça, mais vous pouvez très bien avoir des gens qui n'ont pas exactement le même volume musculaire à gauche à droite, puis qui en fait ont exactement les mêmes capacités. Hein. Et puis le troisième élément, donc, sont des facteurs qui sont reliés directement à l'étirement, qui sont reliés à l'étirement. Mais l'étirement en soi n'est pas une technique de renforcement musculaire. Tu vois ? Voilà. Ça, c'était pour répondre à une question initiale. Bien. Je ne sais pas si tout le monde a suivi, mais en tout cas, ça c'est des choses qui ont été développées pour ceux qui... il y a toujours des stapsiens dans les promos. Vous reconnaîtrez en cela les propos ou les écrits, parce qu'il est mort maintenant, mais le gars qui a lancé tout ce qui est expertise à Dijon, là, Cometti. Voilà, Cometti. Ceux qui sont intéressés par tout ça, c'est Cometti sur Dijon. Bien, on revient à notre poignet. Alors, je n'avais pas montré, parce qu'on n'avait pas fait l'anatomie, je n'avais pas montré ces radios-là, mais pour autant, voilà, je dis pas qu'on a un peu de temps, mais cet après-midi, on n'est pas trop à la bourre, j'ai regardé. Pour une fois, j'ai à peu près regardé ce que je vous fais. Ça, c'est des radios qui sont intéressantes. Là, vous reconnaissez... Alors, je vais balader ma flèche, on la voit à peu près, la flèche, là, ouais, qui se balade. Oui. Hein, donc, première rangée, d'accord. Deuxième rangée, on voit que ça c'est une vue dorsale. Hein. Donc là j'ai mon scaphoïde, il est un peu bizarre vu comme ça parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure je vais le tourner et on va voir une belle fracture de scaphoïde. Hein. Le scaphoïde, donc le semi-lunaire on ne le voit pas parce que le scaphoïde est un tout petit peu récliné et cache le semi-lunaire. Non, je dis n'importe quoi, le semi-lunaire il est ici et puis ici on a le trichétrum. Et puis ici en dessous, on a l'amatome, on a le capitatum, enfin le grand os, et puis on a trapézoïde ici, ça c'est la colonne du pouce. Alors je vais tourner, et vous allez voir, voilà, tiens, voilà notre beau scaphoïde, vous voyez bien une belle fracture de scaphoïde ici, poum, hein, il a été vraiment pété. Hein. Alors, je vous ai dit, ou si je ne vous l'ai pas dit, ben je vous le dis, le scaphoïde c'est l'os qui est le moins bien vascularisé dans le poignet. Si on l'a dit, hein. On a dit que quand on avait des fractures de poignet, c'était le scaphe qui est morflé en premier, et que il suffit d'aller au fond de la tabatière anatomique. Je sais pas où vous en êtes au niveau anat, ouais. Vous êtes au niveau du poignet, donc la tabatière, vous savez ce que c'est. Quand vous mettiez au fond de la tabatière anatomique, c'est la projection du scaphoïde. Quelqu'un qui tombe sur un poignet, si vous avez une suspicion, vous allez en palpation ici, vous appuyez un bon coup, s'il saute au plafond, vous dites tiens, on va faire une petite radio et puis on discutera après. Donc voilà cette belle fracture, on tourne autour, vous voyez bien que là on verra dans le diaporama en fin d'après-midi que toutes les contraintes, enfin une grande partie des contraintes passent par le scaphe, mais ça je l'avais déjà dit, et passent par le radius. On tourne, on est sur une vue antérieure. Hein. D'ailleurs, alors qu'est-ce qui me permet de dire que c'est antérieur ou postérieur? C'est que là, on imagine la concavité de la paume de la main. Et puis, vous avez donc ici ce scaphoïde, qui a une forme de barque, un peu comme ça. Ici, le lunatome, ou semi-lunaire. Ici, c'est notre pisiforme, et derrière, vous allez voir que le pisiforme, il est posé, voilà, en vue
médial, le pisiforme, il est posé ici sur le triquetrum, et on voit bien qu'il y a aucune incidence au niveau articulaire, comme on l'a dit la semaine dernière. Je reviens un peu en arrière, voilà. Et on voit bien aussi que le triquetrum, sauf en inclinaison ulnaire, il n'a pas de contact avec au niveau de la radiocarpienne, il n'intervient pas du tout. Sachant qu'ici, on aurait figuré, là, vous avec l'os, mais au niveau ligament, on a donc ce ligament triangulaire ici en dessous, qui va nous servir, qui est à la fois encrouté de cartilage au-dessus et en dessous, et qui nous sert de, on va dire, amortisseur, ou en tous les cas, il concourt à la radiocarpienne, ça c'est sûr. Et la deuxième rangée, la trapèze trapézoïde, le capitatum, vous voyez bien sa place centrale dans la main, et globalement le centre il est ici, des mouvements au niveau de ma flèche, là, notamment je parle des mouvements d'abduction-abduction, ça passe par là, et ici on a donc l'amatome avec, ou anciennement os crochu, avec son apophyse ici, et on aura donc tendu on aura tendu à ce niveau-là toutes les structures sous lesquelles passe le canal carpien. Enfin, le canal carpien dans lequel passent les structures. Voilà. Bien, j'avance, tout ça on l'a vu la semaine dernière. Et... je vais essayer d'avancer un peu plus rapidement. Il doit y avoir un ascenseur là-dedans, quand même. Voilà. On s'était arrêté. Il y avait des questions sur les rangées ou les colonnes, là, non? Tout a été compris. Voilà, ça arrive. On ne devrait pas en être loin de mémoire. Ouais, on s'était arrêté sur cette... Pardon. On s'était arrêté sur cette notion-là. Où je vous avais dit que c'était le ligament scapho-lunaire qui intéressait beaucoup les chirurgiens. Vous vous rappelez de ça? Au niveau de la ligne de flexion et de la ligne d'extension, en fait, c'est des lignes qui se croisent. Et puis, c'est donc le scapho-lunaire, c'est à ce niveau-là qu'on a le plus de sollicitations et de contraintes mécaniques. Et que c'est souvent ici quand il y a des interventions au niveau du poignet, sur la première rangée, c'est souvent à ce niveau-là. Alors, on enchaîne donc. Au niveau de la flexion-extension, ça, je ne crois pas qu'on l'ait vu la semaine dernière. Le secteur, il y a 4 secteurs. On avait déjà vu des secteurs utiles pour le coude. Là, il y en a pour le poignet également. Le secteur d'adaptation permanent, c'est à peu près 20 degrés de part et d'autre. Donc on imagine qu'il faut au moins avoir 20 degrés pour avoir ça. La mobilité usuelle, c'est globalement 40 degrés. Toujours pareil, de part et d'autre. Et puis, les secteurs de contrainte physiologique momentanée, c'est quand vous êtes dans les 80-85, suivant votre laxité. Là, c'est des amplitudes extrêmes. Et au-delà, on est dans des secteurs de contraintes pathologiques. Donc on considère que une fois que vous êtes au-delà de 80-85, on commence, de toute façon, vous sentez toutes les structures qui commencent à pas aimer. Donc on est dans des secteurs de contraintes pathologiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, faut au moins au quotidien, si on avait dit 130-30 pour un coude, faut au moins avoir 40-40 pour un poignet, au moins. Alors sur l'abduction, c'est-à-dire l'inclinaison radiale, comment est-ce que ça... Vous avez ce truc-là aussi, là? La parole est un machin, là? On peut le déplacer. Non, vous n'aviez pas? C'est bien. Donc le carpe, il tourne autour d'un centre qui est situé au niveau de la tête du capitatum. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc comment est-ce que ça se joue quand je fais de l'inclinaison radiale? C'est que je vais avoir la rangée supérieure qui va donc, si vous regardez votre main, elle va se déplacer vers le haut et le dedans. Ouais. La rangée supérieure se déplace vers le haut et le dedans. Et puis, vous allez donc avoir
une tension du ligament collatéral ulnaire ou ligament latéral interne. Et puis, vous avez également le triquétrum, rappelez-vous, qui va être retenu par la fronde du triquétrum avec le faisceau moyen antérieur et faisceau moyen postérieur du ligament radio-carpien antérieur, radio-carpien postérieur. L'abduction se poursuit. Ici en dessous, on va avoir dans la deuxième rangée le trapèze et le trapézoïde qui vont continuer à grimper, à augmenter, enfin à monter. Et puis donc on va avoir cette fameuse distance dont je vous ai parlé la semaine dernière, cette fameuse distance ici qui va diminuer. Si la distance, on avait terminé d'ailleurs avec ça, si la distance diminue, on va avoir le scaphoïde qui va donc se coucher, donc qui va partir en flexion et qui va entraîner le lunatum et le triquétrum en flexion conjointe sur la première rangée. D'accord ? Et toute la question était de savoir, mais pour nous, je ne dis pas qu'on s'en fout, mais logiquement, c'était, moi je vous raisonne en scaphoïde en disant, tiens, il se couche ou il se relève, mais rappelez-vous que dans la flexion, dans l'abduction, pardon, on avait dit que c'était justement ce triquétrum qui était retenu par la fronde, qui, en s'ascensionnant un petit peu, par réaction, allait partir, lui, en flexion et emmener toute la rangée. Mais bon, peu importe que ce soit l'un qui entraîne les autres, ce qu'il faut que vous reteniez, vous, c'est que les os, même si on a imaginé que c'était des noix dans un sac, là, avec la représentation de Kapandji, il n'en reste pas moins que, compte tenu qu'ils sont tenus par des ligaments qui sont balèzes, quand vous en avez un qui part en flexion, l'ensemble de la rangée part en flexion. D'accord ? Et donc, comme la première rangée part en flexion, c'est contrebalancé par une extension de la deuxième rangée. Hop, faut que je passe par... Alors ça marche plus, mais c'est génial. Je clique dessus, je sais pas. Hop là. Alors, sur l'abduction, maintenant, on va avoir le phénomène inverse, c'est-à-dire que la première rangée va se déplacer en dehors et en bas, comme vous êtes ici. Si vous faites une inclinaison ulnaire, vous avez toute la première rangée qui a tendance à partir vers le dehors et vers le bas. Le lunatum va passer entièrement, donc ici, le lunatum ici, il passe entièrement sous le radius. Et puis, le trapèze et trapézoïde, eux, ils vont descendre. D'accord ? Si ça descend entre trapèze, trapézoïde et radius, ça veut dire que la distance utile est augmentée. Si elle est augmentée, il y a de la place pour que le scaphoïde puisse se redresser. D'accord ? Donc, le scaphoïde qui se redresse, on dit qu'il passe en extension. Il se verticalise donc. Si la première rangée passe si le scaphoïde passe en extension, l'ensemble de la première rangée passe en extension. Voilà. La descente du scaphoïde va être limitée, bien sûr, par la tension du ligament collatéral radial. Autrement dit, ligament latéral externe. L'abduction, elle continue malgré tout. Et on va donc avoir, dans la deuxième rangée, et on va avoir la tête du capitatum ici, qui va venir basculer contre la cavité du scaphoïde. Vous avez vu sur les radios avant que le scaphoïde a une forme de barque comme ça. Bien, la tête ici, elle va basculer dans la concavité du scaphoïde et ça va se mettre en flexion. Et donc, on aura une première rangée en extension qui va être contrebalancée par une deuxième en extension. En flexion, pardon. Alors là, je vais vous montrer des radios en dynamique. Chaque radio, je vous la montrerai 2 fois. D'accord. Putain de... Et c'est énervant, ça. C'est très énervant. Faut que je dise à Pascal qu'un de ces 4, il me mette... Ah non, parce que s'il y a un truc à voir, c'est ça. Faut chier ici. Merde. Non, ben, grand moment de solitude, quoi. Vous voyez ici, ça c'est le scaphoïde, croyez-moi sur parole, mais c'est tellement joli à voir qu'il faut absolument que vous voyez ça quand même. Il faut que d'ici la fin des cours, j'ai le moyen de vous passer des petites vidéos sur ce putain de truc. Ici, là, on a le scaphe qui est vraiment couché, vous voyez qu'il est couché. Quand on voit, parce que ça c'est une radio en 3D, qui a été fait par le professeur Bloom à Nancy,
Et je vous l'ai cité la semaine dernière avec le professeur Dapp, ne ratez pas ses cours en deuxième année, vous verrez, c'est une mine d'or. Eh bien, quand on a ce poignet qui part en adduction ou en inclinaison ulnaire, on voit, c'est magique, on voit ce scaphe vraiment qui se redresse. Hein, ça fait tout un mouvement de. On comprend après la façon de mobiliser individuellement les os de la première rangée quand vous êtes en techno de base avec vos étudiants, avec vos professeurs. Et là, pareil, mais c'est une vue latérale. On aurait vu comment ça se redresse et comment ça bascule. Alors voilà, un cours magnifique. Comment foirer un cours magnifique. Je passe tout, plus d'intérêt, hein, parce que tout était en dynamique. Donc, pour autant, ce truc-là, je ne peux pas vous passer non plus. Je ne peux rien passer, quoi. C'est formidable. Et on tombe sur le cours du jour, sur les muscles moteurs du poignet. Donc, on imagine un poignet en coupe, et puis on a ici l'avant, l'arrière, la latérale et médiale, et on place uniquement les muscles qui vont mouvoir le poignet, hein, parce que n'apparaîtra pas, ou dans les accessoires, tous les fléchisseurs profonds, superficiels des doigts, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir en flexion des muscles qui vont être flexion avec une composante d'adduction ou inclinaison ulnaire, et puis des muscles de flexion avec une composante d'abduction ou inclinaison radiale. Et puis le long palmaire, lui, si vous avez déjà fait ça en palpation en techno de base, hein, lui, comme il est inséré sur le rétinaculum des fléchisseurs, hein, vous le mettez en évidence en faisant ça et en le mettant, et on dit que c'est un muscle inconstant chez certains, et qui peuvent ne pas l'avoir. Ben lui, il est plutôt central. D'ailleurs, si vous regardez les numéros, hein, je vous ai mis les numéros. Numéro 1, on est ici. Numéro 2 là, numéro 3, on est vraiment pile poil sur l'axe médian. Donc en fait, il a très peu quand même d'action d'inclinaison, sauf quand vous avez à ramener quelque chose, quoi, éventuellement. Donc ça, par contre, il y a également un film qui est un petit peu long. Hein, il faut vraiment se concentrer dessus. Mais il y a un film qui est fait par l'Université de Lyon, toujours avec toutes ces actions musculaires que l'on va décrire cet après-midi. Alors, au niveau du fléchisseur radial du carpe, donc on a 3 fléchisseurs, hein, si vous avez suivi, on va avoir le fléchisseur ulnaire, le fléchisseur radial et le long palmaire, en muscles principaux. Muscles principaux, ils sont tous épicondyliens médiaux. On reconnaît ici un muscle qu'on a déjà vu, hein, qui est figuré en plus clair ici, c'est le rond pronateur, c'est le muscle le plus latéral des épicondyliens médiaux, anciennement épitrocléen, le plus médial, c'est-à-dire que quand vous mettez votre main comme ça, hein, en repère, là, vous avez le rond pronateur, le fléchisseur radial du carpe, le long palmaire, le fléchisseur ulnaire du carpe. Voilà. Vous avez tous ces muscles-là, les épicondyliens, enfin en tous les cas de ce groupe-là superficiel qui sont dans votre main. De même que à l'époque, hein, je vous avais dit que vous aviez la coiffe dans la main, en posant la main sur une épaule, ben là vous posez votre main sur l'avant-bras, vous dégagez le pouce, et puis vous dites, voilà, l'index c'est le rond pronateur, le majeur c'est le fléchisseur ulnaire, l'annulaire c'est le long palmaire, et l'auriculaire c'est donc le fléchisseur ulnaire. Alors on va les passer un petit peu en revue. Donc le fléchisseur radial du carpe, c'est donc ça vous les avez vu que monsieur Grignon, logiquement, d'après ce que vous m'avez dit. Hein. Bon, les sources sont les mêmes, hein. Après je sais pas comment il vous l'exprime, mais voilà. Ça vous permettra de réviser ou d'enfoncer le clou pour certains, ou de découvrir si vous n'avez pas été voir ses cours, on ne sait jamais. Donc il y a ça part de l'épicondyle par un tendon commun, et ça va jusqu'à la base de M2, M3, d'accord, en passant bien sûr sous le canal carpien, dans un repli du canal carpien ici. Hein, là on va avoir les fléchisseurs
dont on parlera pas aujourd'hui, hein, mais les fléchisseurs superficiels, fléchisseurs profonds, ben ici on a le fléchisseur ulnaire du carpe, qui est dans un repli bien individualisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le palper aussi, on est à la base de M2, M3, mais il représente, comme je vous l'ai mis, médialement la gouttière de pouls. Vous avez tous déjà été amenés à prendre un pouls. Quand vous prenez le pouls ici, radial, on dit d'ailleurs le pouls radial, si vous contractez un petit peu en ramenant, en légère abduction, vous avez le tendon qui saille un petit peu sous la peau comme ça, et là on a le pouls radial et on voit donc le fléchisseur radial du carpe. Ces actions, bien sûr, flexion, abduction de poignet. Comme il va pointer des articulations carpo-métacarpiennes de M2, M3, ben, il va stabiliser ces articulations-là. Et comme en haut, il part d'un tendon commun qui va croiser cette articulation-là aussi du coude, il va être stabilisateur médial du coude. Maintenant, le long palmaire. Donc, le long palmaire, toujours pareil. Origine épicondyle médial. Et puis, lui, il va aller jusqu'à un tendon très étalé sur le rétinaculum des fléchisseurs et sur le fascia palmaire moyen. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui va se venir comme ça de façon très large, hein, très large, sur ce fascia. Et puis qui est très central. Donc en fait, il est vraiment fléchisseur de poignet, il n'a quasiment pas, d'ailleurs vous voyez, je vous l'ai pas mis, mais il n'a pas d'action ni d'inclinaison radiale ni d'inclinaison ulnaire. On peut lui en attribuer quand on part d'une position extrême, et puis que vous ramenez tout en gardant la flexion. Hein, comme n'importe quel muscle d'ailleurs, hein, quand vous êtes dans des positions extrêmes, alors que ce sont des muscles qui sont médians, on va pas dire médiaux, mais médians, ben, ils ramènent d'un côté ou ils ramènent de l'autre à une position, on va dire entre guillemets naturelle. C'est un muscle donc qui est inconstant, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a dû vous le dire également là-haut. Des fois les étudiants, ouais, mais moi je le trouve pas, c'est pas un pas, puis on n'en parle plus, voilà. Hein, et pour le mettre en évidence, on a dû vous dire que voilà, on essaye de rejoindre l'auriculaire avec le pouce, ici, et puis vous faites après une flexion, et sur le rétinaculum, vous devez essayer de le sentir, et de le mettre en évidence. Enfin, le fléchisseur ulnaire, la morphologie médiane de l'avant-bras, ouais, de toute façon, quand vous placez vos doigts, hein, il y en a, je reprends, hein, pour enfoncer le flou, mais rond conateur, on l'a vu dans le coude. Donc, fléchisseur ulnaire, fléchisseur radial, pardon. Donc, le fléchisseur radial, c'est assez simple, en fait, hein, au départ, à retenir. Parce que si vous vous dites, il part de l'épitrochée ou de l'épicondyle médial. Et puis, fléchisseur radial, bah, il va du côté radial et il va sur M2, M3. D'accord? Celui qui est au centre, le long palmaire, il vient ici, mais il est sur le rétinaculum. Il n'est pas sur une insertion au niveau des métatarses. Eh bien, le fléchisseur ulnaire du carpe, lui, il va être du côté ulnaire, bien évidemment, et il va être sur deux bases de méta qui sont la base de M4 et de M5. Donc, vous en avez un qui est sur 2, 3, l'autre qui est sur 4, 5, et celui qui est au milieu, il est sur le rétinaculum. Et tous partent d'un tendon commun au niveau des épitrochléens, enfin, épicondyle médial. Donc, c'est une anatomie qui est relativement simple aussi, hein, qui est relativement simple. Après, vous avez des extensions, bien sûr, malgré tout. C'est-à-dire que, au niveau distal, vous avez des insertions sur la base de M4, M5, mais sur le pisiforme et puis l'abducteur du 5. D'accord? Et puis, le rétinaculum du muscle fléchisseur. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette zone-là, il s'insère sur tout ce qu'il y a, tout ce qui bouge, quoi. Mais au départ, je trouve que pour le retenir, voilà, on se dit M2, M3, M4, M5.
puis M425. On sait qu'ici, on l'avait évoqué, le pisiforme ne sert pas à grand-chose. En l'occurrence, il sert d'insertion à ce muscle fléchisseur ulnaire du carpe, mais il suffit de faire une flexion et une abduction, et puis vous voyez tout de suite que ça, c'est très très facile à palper, et on vient en insertion sur cet os-là que vous arrivez à bouger ici. D'accord ? Au niveau proximal, bah, il est sur le tendon commun, bien sûr, mais il est également sur une crête ulnaire, donc ça, faut pas l'oublier. On est sur la crête ulnaire, le bord postérieur du corps, versant médial, plus une arcade fibreuse entre les ici, entre les os, là. Pas entre les os, entre les apophyses. Bon, le repérage, là, c'est assez simple, hein. Vous essayez de faire une flexion simple au départ. Moi, je vous conseille toujours de faire ce geste-là de façon à rechercher le long palmaire en médial. Puis après, excusez-moi, quand vous êtes en flexion, vous associez soit une inclinaison radiale et vous allez chercher à la base de M2, M3, d'accord ? Éventuellement, vous contrôlez avec le pouls, mais enfin, ça c'est un tendon qu'on repère assez facilement. Soit vous allez chercher une inclinaison ulnaire associée à la flexion au niveau de votre pisiforme, et c'est pareil, c'est un tendon qu'on arrive assez facilement à repérer. D'accord ? Au niveau du testing, bon voilà, vous associez les inclinaisons, toujours pareil. Après, il faut faire attention aux compensations. Les compensations, ça va être notamment les fléchisseurs accessoires, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est fléchisseur superficiel et profond, il faudra essayer de faire très très attention qu'il ne rentre pas en ligne de compte quand vous faites votre testing. Donc, fléchisseur accessoire en été, voilà. Fléchisseur superficiel des doigts et profond des doigts. C'est des muscles qu'on verra bientôt. Mais qui ne deviennent fléchisseurs de poignet que si la flexion des doigts est bloquée. D'accord ? Avant l'épuisement de la course interne. Voilà. Et puis, vous avez le long fléchisseur du 1. Mais tout ça, on verra dans la main. L'abducteur du 1, qui peut être également, qui tire le métal en avant, mais bon, il n'y a pas une grosse action quand même, quand on voit par rapport à l'axe, il n'a pas un bras de levier qui soit très très favorable. Mais malgré tout, il est du bon côté pour être le fléchisseur. Maintenant, les extenseurs de poignet, ils sont au nombre de 3 également. Donc c'est assez simple, hein. Si vous regardez, précédemment dans le coude, on avait les fléchisseurs, sur la pronosupination, pardon. Enfin, les fléchisseurs, ils étaient au nombre de 3, de toute façon. Hein, d'accord? Il y avait trois fléchisseurs principaux. Sur l'arrière, en extension, il y en avait 2. Hein, triceps, on connaît. Mais en pronosupination, vous en aviez 4, mais associés 2 à 2. On n'a jamais totalement le même chiffre, mais je veux dire, c'est assez simple à retenir cette structure. Il y avait toujours un long et un court, hein, au niveau, si vous retenez des choses comme ça, vous pouvez pas vous planter après, enfin, vous pouvez pas vous planter. C'est facile de retomber sur ses pieds, quoi, hein. Et là, au niveau du poignet, je trouve que il y a pas à tergiverser pendant des plombes. Il suffit de savoir qu'il y en a 3 d'un côté, 3 de l'autre, quoi, hein. Voilà. Et puis qu'à chaque fois, vous en avez qui sont plutôt ulnaires, et l'autre plutôt radial, et un autre plutôt central, puis vous n'êtes pas trop loin de la vérité. Alors là, on a 3 extenseurs de poignet principaux. Le long extenseur radial du carpe, le LERC, le court extenseur radial du carpe, le cercle et l'extenseur ulnaire du carpe. Alors pour ce qui est du long extenseur radial du carpe, on va aller de l'humérus sous le brachio-radial que vous connaissez déjà, et jusqu'à la base de M2. Donc de l'autre côté, on était base M2, M3. Hein. Là, on est au niveau radial, on est que sur M2.
Donc après à vous de faire un peu, si vous avez des puristes hein, et que vous devez balancer toutes les insertions, il faut faire attention de ne pas faire l'analogie en se disant tiens, c'est comme les fléchisseurs, c'est M2, M3. Non, là c'est que M2. Et donc les actions, on croise le coude, donc on est stabilisateur latéral du coude, et sur le poignet, on va être en extension-abduction. Extension-abduction, facile à... Voilà, je sais pas si vous l'avez tous, enfin moi je l'ai à la base de M2. Extension et inclinaison radiale. Voilà, ici. Facile à palper. Toutes ces structures-là sont relativement faciles à palper de toute façon. Ensuite, on a le court extenseur. Ben, le court, lui, il va être sur M3. Hein, c'est-à-dire qu'on est encore sur des épicondyliens latéraux, mais on est sur l'extrémité inférieure de l'épicondyle. Il est situé sous le long extenseur radial du carpe, de son nom de court extenseur radial du carpe, et il va sur M3. D'accord ? Donc là, il suffit de faire une extension, une légère inclinaison radiale, mais vous mettez en regard de... Voilà, là j'ai le long extenseur, et là j'ai le court extenseur. Il y en a un, je suis sur M2, et l'autre, je suis sur M3. Ok. On est sur de l'extension de poignet plus. Alors lui, il n'a aucun rôle d'abduction, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous en avez un qui est toujours plus médian. Quand vous êtes sur M3, vous êtes médian. Hein. Le long palmaire, il n'était pas sur un méta, mais il était en plein milieu de notre rétinaculum. Donc il était sur l'axe médian. Bien, et il était, enfin pour moi, il a des actions, mais quand je suis pour le ramener d'une position extrême, hein, ça c'est bien marqué et stipulé dans le film de Lyon. Mais si vous êtes dans un plan strict, ben, je suis dans l'axe de la main, je n'ai pas d'action ni d'inclinaison radiale ni d'inclinaison ulnaire. Si maintenant je suis en inclinaison ulnaire et que je fais de l'extension et que je ramène, ben, il va concourir pour ramener dans l'axe. Voilà. Insertion dans l'axe de la main, participation de l'effet ténodèse plus. Il y a une diapo sur l'effet ténodèse qu'on a déjà évoqué la semaine dernière. Et puis l'extenseur ulnaire du carpe, donc le plus médial des épicondyliens latéraux. Il part donc de l'épicondyle, mais pas que. Il va partir également au niveau de l'ulna de la crête supérieure, des 3/4 supérieurs de la crête du versant postérieur, et lui, il va aller sur la base de M5. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'extenseur sur la base de M4. Vous avez long, court, et puis ici, l'extenseur ulnaire sur le 5, mais il n'y a pas d'extension. Il n'y a pas d'insertion sur le 4. Voilà. Les actions, il est biarticulaire, donc au niveau du coude, on est sur de la stabilisation, toujours pareil. Au niveau du poignet, on est sur une stabilisation de poignet en statique. Ouais. En statique, de toute façon, sur un poignet, si on vous parle de stabilisation de poignet, tout concourt à la stabilisation, parce que c'est que des câbles qui passent dessus, là, bam, bam, bam. Et puis quand vous verrouillez tout, ça fait un effet de quadrillage de ce poignet-là. Et puis il est donc extenseur et abducteur, puisque je suis sur, ou inclinaison ulnaire, puisque je suis sur le 5e méta. Voilà, ici, extension. Ok, là je suis dessus, à la base du 5e. Palpation, testing, ça, bah pareil, c'est relativement simple. Il suffit de se mettre au bon endroit, c'est-à-dire sur le bon méta, et puis de demander soit dans l'axe, soit avec une inclinaison radiale, soit avec une inclinaison ulnaire. Les accessoires, il y en a quand même, bien sûr. Les extenseurs, hein, sur la flexion, on avait les fléchisseurs communs des doigts. Sur l'extension, on va avoir les extenseurs communs des doigts qui vont participer à partir du moment où le poignet est fermé. D'accord ? Et puis, vous avez quelques muscles, le co-extenseur du 1,
le long extenseur du 1. Ça, au niveau du pouce, c'est déjà un peu plus le boxon pour repérer repérer encore, c'est pas le problème. C'est retenir tous ces muscles-là, de l'éminence ténard, pour actionner le pouce. C'est pas toujours simple, d'autant plus que vous savez que le plan, enfin on le verra ensemble, mais là encore, le plan n'est pas un plan physiologique. On va pas être dans un plan frontal, on sera pas dans un plan sagittal, on va être dans un plan un petit peu intermédiaire. Et donc ces notions d'abduction, de flexion posent toujours un tout petit peu problème aux étudiants de savoir si je fais de la flexion ou de l'extension ou de l'abduction, c'est toujours le problème. La flexion, c'est pas un problème, ça, mais c'est l'extension. Et l'abduction pose pas problème. Enfin, on verra. Le pouce, c'est intéressant aussi. Hein. Il nous reste combien de cours, en fait, pour après la main? Normalement, on s'arrête qu'en mi-mai. Vous savez pas ouais, c'est ça. Donc, il doit nous rester 4 ou 5 cours pour la main, un truc comme ça en tout. Hein. Oh, je regarde. Bon, l'action synergique des muscles du poignet, c'est l'effet ténodèse. Voilà. Donc, en flexion, la flexion du poignet entraîne de manière passive, dans des conditions normales, une extension des doigts harmonieuse. D'accord? Alors que, quand vous faites une extension, eh ben, vous allez avoir une flexion harmonieuse des doigts. Voilà, c'est ça l'effet ténodèse. Là, je ne mobilise absolument pas, enfin, de façon volontaire, je ne fais pas ni de flexion, ni d'extension de doigts. Je ne m'occupe que de mon poignet. Les doigts, c'est comme s'ils étaient morts, là. D'accord? Oui. Là. Voilà. Merci. Ouais. Excusez-moi. Mais, voilà. Là, je n'actionne absolument pas mes doigts. Hein. De toute façon, vous n'avez qu'à le faire, vous allez voir. Il n'y a pas besoin du tout. Les doigts, ils sont complètement morts, là. Hein. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet ténodèse. Et je vous ai dit qu'on travaillait, enfin, on en reparlera beaucoup sur la main, parce que là, quand vous allez mobiliser, on utilise justement cet effet ténodèse pour mettre ou pas les structures en tension ou en détente. Ça dépend ce que vous voulez faire. Alors, les abducteurs, si on veut être complet, les abducteurs, par rapport à tout ce qu'on a cité, c'est tout ce qui va être du côté latéral, c'est-à-dire le fléchisseur radial du carpe, le long abducteur du 1, le court extenseur du 1, le long extenseur radial du carpe et le long extenseur du 1. Tout cela, ils vont être abducteurs de poignet. Et puis, bien évidemment, vous aurez de l'autre côté les adducteurs qui seront les fléchisseurs ulnaires du carpe, l'extenseur ulnaire du carpe et puis l'extenseur du 5. Essentiellement, ces 3 muscles-là. Ça va? Ça, c'est autre représentation abduction-abduction. Vous retrouvez ça dans le Camina, je crois, de mémoire. Ça ressemble à du Camina. Donc l'extenseur radial et le fléchisseur, extenseur ulnaire et le fléchisseur ulnaire sont inclinaison ulnaire ou adduction. Et puis tout ce qui est court extenseur radial du carpe, long extenseur radial du carpe, fléchisseur radial du carpe, long abducteur du 1 et puis court extenseur du 1, tout ça c'est abduction ou inclinaison radiale. Ça je vais passer. Voilà, ça c'est. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est ni plus ni moins que de voir ce que les gens font quand ils lancent des fléchettes. Ouais. Bon, je l'avais mis une année parce que j'avais demandé justement à lancer de fléchettes. Donc je leur ai fait une diapo quasiment exprès, mais ils ne savaient pas. Hein. Mais j'avais expliqué ce truc-là, alors que je l'explique pas tous les ans, de savoir quand vous êtes en extension, quels sont les muscles, quand vous êtes en inclinaison radiale ou ulnaire, si vous regardez bien, vous prenez et puis vous lancez. Vous lancez simplement une fléchette. Et donc j'avais mâché vraiment le travail, quoi, hein, puis j'avais balancé ça. Bon. Allez, ça c'est anecdotique. Je passe. Donc, je vous ai fait un tableau de synthèse rapide
pour les actions musculaires et les limites. Alors les actions musculaires, on vient de le dire, enfin quels sont les muscles, on vient de le dire, sur la flexion, fléchisseur radial du carpe, fléchisseur ulnaire du carpe, long palmaire, et puis tous les muscles accessoires, notamment en course moyenne ou externe. Et puis, ce qui est intéressant, c'est plutôt les limites. Quelles sont les limites de cette flexion-là? La butée du lunatum sur le bord antérieur du radius, la butée du capitatum sur le lunatum et la tension du système ligamentaire postérieur. Ensuite, quand on va être en extension, on va retrouver donc le long extenseur radial du carpe, le court extenseur radial du carpe, l'extenseur ulnaire du carpe, plus les extenseurs accessoires. Et cette fois-ci, on va avoir la butée du lunatum. De toute façon, ça va être en flexion et en extension, ça va être la colonne médiane qui va intervenir. Ouais. Vous vous rappelez l'histoire soit des rangées, soit des colonnes. Là, vous prenez au niveau des colonnes, c'est-à-dire lunatum et capitatum. Donc, on va avoir la butée du lunatum sur le bord postérieur du radius. Et puis, on va avoir la butée du capitatum sur le lunatum et la tension du système antérieur. Je vous rappelle qu'on a plus de ligaments sur le système antérieur que sur le système postérieur. Quand je suis en abduction, c'est-à-dire en inclinaison radiale, on a donc le fléchisseur radial, le long extenseur radial du carpe, et puis tous les muscles du 1, globalement, long extenseur, long abducteur et court extenseur. Et ce qui va essentiellement limiter ça, c'est donc notre fameuse distance utile qui diminue, et puis notre scaphoïde qui se couche. Donc en fait, c'est la butée du scaphoïde sur la styloïde radiale. Ouais, il n'y a plus de place, et donc là, on va s'arrêter, et en dessous, comme on est sur la colonne du pouce, c'est la butée du trapèze sur le scaphoïde. Et puis bien sûr, de l'autre côté, j'ai donc la tension du ligament collatéral ulnaire ou ligament latéral interne. Bon, tension de l'extenseur ulnaire du carpe, ouais, pourquoi pas, ouais. Il est inséré sur oui, ok, sur le 5. Ouais, vous pouvez le mettre. Et puis en abduction, alors, Pascal, il me l'a mis un peu comme ça, mais il doit y avoir un autre truc, juste un petit truc en dessous, je pense. J'essaye de descendre un tout petit peu sans trop... Ça va merder, je le sens. Ça va merder. Putain, c'est quand même mieux quand on a ces outils, je vous le dis, moi. D'habitude, j'ai mon ordi, moi. Pas l'ordi des autres. Il faut un peu suer. Bon, allez, croyez-moi sur parole. Donc, pour l'adduction, ouais. Pour l'adduction, donc l'inclinaison ulnaire, on a le fléchisseur, le fuc, le fléchisseur ulnaire du carpe, l'extenseur ulnaire du carpe, et les muscles longs du 5e. Et puis, en termes de limitation, ça va être la butée du trichétrum sur la styloïde ulnaire, la butée de l'hématome sur le trichétrum dans la deuxième rangée, la tension du ligament latéral externe ou ligament collatéral radial, et puis la tension donc des muscles, notamment long extenseur et long abducteur du 1. D'ailleurs, il y a des tests pour ça. En pathologie, vous verrez que, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de la tendinite de De Quervain? Non? Tendinite de De Quervain, c'est chez les gens qui sont beaucoup à travailler. Ouais. C'est une tendinopathie du long extenseur. Ce qu'on fait, c'est que c'est qu'on met le pouce ici dans la paume de la main, on entoure le pouce ici, et là, on part en flexion ulnaire. En flexion ulnaire.
D'accord? En inclinaison lunaire, pas en flexion lunaire, en inclinaison lunaire. Et là, bah, ça met en tension ces muscles-là. Et quelqu'un qui a une tendinopathie, vous savez très bien qu'on est sur la triade tendineuse, qui est douleur à la palpation, douleur à l'étirement, donc là c'est une manœuvre d'étirement, d'accord, et douleur à la contraction listée. Donc quand on a, ça s'appelle la manœuvre de De Quervain. Une tendinite de De Quervain, c'est une tendinite des langues extenseurs du 1. Alors muscles principaux, ça, je vous invite à aller le regarder, parce que mais prenez votre temps, hein, parce que ils ont fait un film qui est sympa, qui est très très sympa. Le problème, c'est qu'arrive un moment où ils travaillent dans tous les plans en vous citant globalement un peu tous les muscles. Et donc, si vous les avez pas en tête tout de suite, bah, faut de temps en temps s'arrêter sur l'image, parce que on passe rapidement d'un mouvement à un autre, et vous avez vite fait de faire un amalgame de tout ça, et vous savez plus où vous en êtes. Mais à côté de ça, c'est super bien fait. C'est vraiment super bien fait. Alors, ça c'est, je remonte, hein, parce que j'ai merdé. Hein. Ça me gonfle un peu, hein, de travailler comme ça. Stabilité fonctionnelle. La stabilité fonctionnelle d'un poignet, bah, ça correspond à la position de fonction. Position de fonction, alors soit le bricoleur, vous prenez une perceuse, les filles, vous prenez votre sèche-cheveux le matin. C'est de la bricole aussi, hein. Sèche-cheveux, quand je regarde ma fille, des fois, je me dis, c'est de la bricole, hein. Donc, ça réunit les meilleures garanties de stabilité et d'activité fonctionnelle. Donc, on a une légère extension des doigts, on l'avait dit, puisque une légère extension de poignet, pardon, parce que l'extension de poignet favorise la flexion des doigts. Hein, vous vous rappelez de ça? Et on verra dans le cours sur la main que l'idéal, c'est d'être à 30 degrés. Quand vous êtes à 30 degrés d'extension, vous avez un grip qui est parfait. D'accord? Et rappelez-vous tout à l'heure, on a dit 30 à 40 degrés, quoi, suivant les auteurs, mais on a dit tout à l'heure qu'on avait une adaptation de 20-20, et qu'après, physiologiquement, on était bien 40-40. Ouais, vous vous rappelez ça tout à l'heure? Et donc, quand vous êtes à 30-40 degrés d'extension de poignet, ben, on utilise un peu déjà l'effet tendinèse et on peut avoir un meilleur grip. Donc, on est en légère extension pour favoriser la flexion des doigts. Et puis, rappelez-vous nos histoires de condyle par rapport à la glène, avec cette ouverture, hein, de l'ordre de 25 à 30 degrés, ce qui veut dire que logiquement, vous êtes en légère adduction. Légère extension, légère adduction, pour avoir un bon grip dans un cas de figure avec l'extension, et surtout un carpe qui est on peut pas parler de congruence, hein, mais en concordance. C'est-à-dire que vous avez la radiocarpienne, au niveau de la radiocarpienne, vous avez limité ce truc-là. De toute façon, on avait commencé le cours comme ça, je vous avais dit de regarder votre main. Hein, que spontanément, alors on n'est pas spontanément en extension, mais on était spontanément en légère inclinaison radiale. D'accord? Voilà, c'est un problème d'économie, ça. Hein. Problème, on est feignant, quoi. C'est un problème d'économie. Et puis, la pronosupination, c'est position intermédiaire, quoi. Hein, demi-pronosupination. On n'est ni en pronation complète, ni en supination complète, on est en position intermédiaire. Voilà. Ça, c'est... Prenez une perceuse, c'est la meilleure des illustrations. La stabilité active maintenant, hein, ça c'était une stabilité fonctionnelle. La stabilité active, c'est une bonne balance musculaire. C'est-à-dire que une bonne stabilité ou une bonne balance musculaire, comme dans tout, hein, est garant d'une bonne stabilité. Prenez au niveau des épaules, on avait dit rotateur interne, rotateur externe, avec un certain chiffre, 0,6. Vous prenez des ischios avec des genoux, avec des quadriceps, hein, je vous prends les articulations les plus instables, eh bien c'est pareil, on est de l'ordre de 0,6 sur fléchisseur extenseur.
Et là, j'en disais tout à l'heure que c'est un système de câblage, et ça fait un peu penser à un système marionnette, c'est-à-dire que tout ponte le poignet, et que globalement, quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous verrouillez votre poignet, hein, avec un grapping, vous verrouillez tout, et ça vous permet de stabiliser tout ça. Voilà. Avec, n'oubliez pas, un axe de prédilection, hein, qui est flexion, inclinaison ulnaire, extension, inclinaison radiale. Ouais, ça on l'a vu dès le départ. C'est la théorie, les théories, puisque les deux sont concomitantes, j'adore ce terme, mais les extemporanées, c'est la théorie donc de Kuhlmann, la théorie des colonnes, ou alors la théorie des rangées, c'est donc c'est déjà la théorie des rangées. Comment il s'appelle lui? Je me rappelle plus. Kuhlmann et l'autre, comment c'est? Et c'est même le cours de la semaine dernière, les gars. Ok, excellent. Puis l'effet Penedès, donc le serrage des doigts maximal, vous voyez bien qu'on est à 30 degrés ici. Hein. Quand vous avez 30 degrés de flexion, vous êtes sur un maximum au niveau du serrage des doigts. Ça a été mis en évidence, ça fait belle lurette. Je ne sais pas si j'avais notifié, je n'avais pas notifié l'auteur, enfin les auteurs de cette étude-là, mais voilà, pareil, croyez-moi, avec l'effet Penedès, on est à 30 degrés d'extension pour avoir le meilleur grappling. Maintenant, il nous reste à expliquer un petit peu aussi la transmission de la pronosupination. C'est-à-dire comment la radiocarpienne, l'articulation condylienne, qui est pas très emboîtée, hein, on l'a vu, comment est-ce qu'elle peut transmettre à la main un couple de force qui est produit par l'avant-bras? Ouais, comment on peut avoir tout ça? En fait, sous l'effet de cet effort de pronation ou de supination, on pourrait très bien imaginer, hein, on l'avait imaginé comme étant un bloc tout au départ du cours, on pourrait très bien imaginer que ce bloc-là, de par les angulations qu'il y a dans les deux plans, frontal et sagittal, il pourrait s'échapper sous la glaine. Pourquoi ne s'échappe-t-il pas? Tout simplement parce que on va avoir ce système de câblage, un système marionnette dont on parlait, et puis il va y avoir également le système des freins ligamentaires. Hein. Rappelez-vous qu'on en a un qui est dit ligament pronateur et l'autre qui est ligament supinateur. Je vous ai dit que ça transmettait les contraintes. Hein, ça transmettait les contraintes. Alors comment ça a été mis en évidence, cette histoire-là? La pronosupination, quand elle est faite avec une prise simple, voilà, sur ce barreau, ça c'est Kapandji, on pouvait tous retrouver ça sur Kapandji, mais sans contraction des fléchisseurs de doigts. Vous tournez, on est donc sur quelque chose de fixe, hein, d'un côté, puis vous tournez de l'autre. On va avoir un différentiel, bien sûr, entre les deux, au niveau des coupes scanographiques. On va avoir un différentiel, mais on s'aperçoit qu'on a une rotation qui est de l'ordre de, vous voyez, globalement 47 degrés au niveau supérieur et 4 degrés au niveau inférieur. Donc il y a une dérive rotatoire entre les deux. Et donc on se dit, tiens, notre condyle carpien, il est pas bien. Hein. D'ailleurs, des fois, on a tous un jour, peut-être, été un petit peu pris à défaut. Vous faites quelque chose, puis il y a une douleur dans le poignet. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas complètement stabilisé, verrouillé. Et puis arrive un moment où vous faites un effort, mais d'un côté c'est fixe, de l'autre côté ça ne l'est pas, et votre poignet est pris à défaut. Hein. Maintenant, si on fait la même chose, mais avec une contraction des doigts, on voit que la dérive rotatoire, pour faire court, elle n'est plus que de 8 degrés. Elle est divisée par 6. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un grapping, on va avoir donc tout cet effet marionnette, cet effet de stabilisation active des différents muscles, notamment les fléchisseurs des doigts qui sont très importants dans le poignet, et qui va prouver donc que l'importance musculaire de la transmission dans ce couple-là, mais pas que, hein, parce que vous allez avoir. Alors du coup, ça c'est quoi? Transmission, véritable encagement tendineux. Ça, c'est ce que je vous dis depuis 2 secondes, depuis 2 minutes. Rôle de la contraction musculaire, effet d'embrayage. Ok. Mais surtout,
même si on ne les a pas super développés, les ligaments, on va quand même avoir le ligament supinateur. Je vous rappelle que le ligament supinateur, c'était le faisceau moyen du radiocarpien antérieur, qui allait du radius au lunatum. Eh bien, ce ligament-là, quand vous allez avoir entre l'effort de supination et la résistance de la main, on va avoir tous les ligaments antérieurs de la main qui sont obliques vers le haut et vers le dehors, qui vont en fait résister à la dislocation du poignet et qui vont transmettre le mouvement de pronosupination. Ouais. Tous ces ligaments-là, vous êtes ici, vous tirez avec votre avant-bras, en fait, tous ces ligaments-là qui sont orientés, ils vont tirer votre main. Si en plus vous avez un câblage qui fait que vous verrouillez tout, ça va transmettre votre mouvement de supination. Et il en va de même pour le ligament pronateur, c'est-à-dire que le ligament pronateur qui est le faisceau moyen du ligament radiocarpien postérieur, eh bien lui, il va être orienté, donc on est en... Là ici je tire comme ça, là j'étais pour la supination, j'étais ici, et donc j'ai quelque chose qui va partir de l'avant-bras, je suis là, je verrouille tout pour avoir mon câblage, mais au niveau ligamentaire, quand je vais tirer, vous voyez que c'est comme si j'accrochais ici et que je tirais là. Il en va de même pour la pronation. Ouais. Quand je vais avoir mon ligament pronateur, je vais avoir le radiocarpien postérieur qui part du radius et qui va vers le trichétrum. Et à ce moment-là, quand vous allez tourner, c'est comme si vous aviez quelque chose qui vous tirait ici. D'accord ? Donc vous avez des moyens actifs, vous l'aurez compris, mais il y a également les moyens passifs. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous faites la description anatomique de ces différents ligaments, on retrouve chez tous les auteurs ces notions de ligament pronateur et de ligament supinateur, parce que d'un côté comme de l'autre, arrive un moment, leur disposition anatomique fait que ça passe en pont et c'est suffisamment solide pour transmettre les contraintes. Voilà. Et les bandes ligamentaires transversales du carpe maintiennent la cohésion du carpe aussi bien en pronation qu'en supination. N'oubliez pas qu'on a des petits ligaments de partout là-dedans et tout s'enchaîne et tout forme une espèce de bloc et de cohésion au niveau du carpe. Maintenant, pour les contraintes du poignet, il a été démontré que quand on tombe sur le talon de la main, quand on tombe en avant, quand on fait n'importe quoi en compression, on a 85% des contraintes axiales qui passent par le radius. Et si vous regardez bien entre lunatum et scaphoïde, on n'a pas la même chose, c'est-à-dire que vous allez avoir 50% qui va passer à hauteur sur ces 85 là, 50% qui vont passer par le scaphe, pour 35 par le lunatum. 15% c'est anecdotique sur le versant médial. Donc on comprend tout à l'heure avec ce que vous avez vu là, là on a notre capitatum, et le capitatum il est vraiment central, c'est un os qui est quand même balèze, et qui vient rentrer qui vient impacter tout ça, donc vous avez des forces qui partent. Là on a ici la concavité au bout de ma flèche, je sais pas si tout le monde la voit là, mais on a la concavité de ce scaphoïde qui a une forme de barque là. On a dit tout à l'heure que dans les mouvements d'inclinaison ulnaire ou adduction, arrive un moment, la deuxième rangée notamment, continuait, et qu'on avait le capitatum qui s'inclinait un peu et qui venait dans la concavité du scaphoïde. En fait, cette concavité ici, c'est une zone de faiblesse, et vous voyez bien que les contraintes passent par cette zone-là, ce qui nous donne des images telles qu'on l'a vu sur le début du cours avec ce beau scaphoïde qui était ouvert, qui était pété en deux. C'est probablement dû à une réception sur le talon de la main, la radio qu'on a vue la dernière fois, en début de cours. Et donc la majeure partie passe par le scaphe. Et en plus, ce scaphe, je me répète, mais parce qu'on vous leur dira, les chirurgiens vous le diront, il a
la désagréable particularité d'être le moins bien vascularisé dans ce carpe-là. Donc à partir du moment où il est moins bien vascularisé et hyper sollicité, que ce soit sur les mouvements d'abduction-adduction, vous l'aurez compris, que dans les mouvements de flexion-extension. Donc, quand il pète, ben, ça justifie le fait que il est immobilisé très longtemps. Hein, je vous ai dit la dernière fois, c'est plus tout à fait comme ça. Il faudrait que je me remette un peu à la page, hein, mais elle coule pas. Moi, je suis resté sur 6 semaines, mais je sais que maintenant, en fonction du type de fracture, il y a des moments où ils immobilisent pas complètement le coude. Mais à l'origine, quand on avait des SCAF, vous aviez 6 semaines d'immobilisation coude pris pour éviter tout ce qui était flexion, extension, mais surtout pronosupination également. Puis après, on vous libère le coude de façon à ne bloquer que la pronosupination. Après, si on libère le coude, la flexion, extension est possible. Voilà. Et après, j'avais fait d'autres diapos, mais ça vous concerne pas. Enfin, ça vous concerne pas. C'était, je sais pas pourquoi ça réapparaît ça, hein, mais c'est le même contenu. Bien. Alors c'est dommage. Voilà, il manque un peu du temps, mais ce temps-là, c'est en fait par rapport à l'organisation du cours, c'est tous les petits films. Et c'est quand même pénible qu'on puisse pas les voir ensemble ces bons vieux de films-là. Il faudrait quand même que je trouve la solution avec Pascal pour. Ce que j'arrive pas à comprendre quand même, mais là ça me dépasse, hein, c'est au niveau technique. C'est que si jamais je faisais le cours de chez moi, je serais avec mon portable et ça marcherait. Et là, ça marche pas. Bon, est-ce que vous avez des questions? Sur l'ensemble du cours, hein, pas seulement que ce soit les rangées, les colonnes, globalement, le poignet ne devrait plus avoir de secret pour vous. Globalement. Ah, puis j'ai pas fait la natte. C'est sûr que d'habitude, il y a la natte aussi. Là, j'ai pas fait la natte. De base, au départ. Hein. Dis-moi. C'est plus par rapport à la fété de lèvres. Les fétés de lèvres, ouais. Est-ce qu'il est, entre guillemets, que dans le poignet, ou est-ce qu'on peut le retrouver ailleurs encore, sur des... Ah, sur des... En tous les cas, si on le fait fonctionnellement, il n'apparaît pas à premier abord de façon anatomique aussi flagrante que ça l'est au niveau du poignet. Hein, tu vas voir sur le membre supérieur, je vais relancer quelque chose qu'on a déjà vu ensemble. Mais là, si tu es en flexion et que tu es en extension de doigt, je pense pas au truc, je viens en extension, je suis en flexion de truc. Donc ça, c'est vraiment spécifique au poignet, je pense. Maintenant que tu es sur des articulations très proches les unes des autres, avec un jeu musculaire, parce que là, malgré tout, c'est dû, enfin, c'est passif, mais c'est dû à l'anatomie des structures. Hein. Maintenant, quand tu fais de la flexion, on a dit que tu avais de l'extension de coude. Quand tu faisais de la flexion je pense à ça, mais alors qu'en fait, tu vois bien que c'est pas automatique. Tu peux très bien faire de la flexion et rester en flexion. C'est pas parce que tu vas faire de la flexion que tu as de l'extension. Tu vois, ça c'est, là c'est pas rationnel, quoi. Alors que tout le reste, tu pourrais te dire, tiens, c'est comme l'effet ténodèse, si ce n'est que toi tu le penses. Ouais, tu peux très bien faire de la flexion t'as pas forcément une extension de coude en ayant de la flexion d'épaule. Bon. Et l'inverse est vrai. C'est pas parce que tu as de l'extension d'épaule que tu vas avoir de la flexion de coude. Pour autant, fonctionnellement, quand tu tires un objet à toi, tu as une extension et tu as une flexion. Mais c'est quand même pas, tu vois ce que je veux dire? Ça se fait fonctionnellement, mais tu peux pas dire que c'est quelque chose c'est pas ça, quoi. Ça là, tu vois bien que mes doigts sont complètement morts. Je fais devant eux. Mes doigts sont complètement morts. Hein. Vous le faites. Il n'y a pas de magie là-dedans. Je ne triche pas. Dès que je fais ça, mes doigts ils reviennent.
Tu ne l'as pas forcément comme tu fais, voilà. Hein, si tu fais une extension, je sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais tu fais une extension d'épaule, tu n'as pas systématiquement une flexion de coude. Alors que fonctionnellement, effectivement, quand tu tires, tu as quand même plutôt, hein, tu le fais naturellement. Quand tu pousses, tu le fais naturellement aussi. Hein. Ça, c'est le coude de force, hein, rappelez-vous. Les différents types de coudes pour tout le monde, c'était bon, force, finesse, vitesse, tous ces machins-là. Bon, bah écoutez. Il y a des questions de l'autre côté ou pas? Je les ai endormis. Ils ont décroché. Ils sont partis sur les terrasses, tant qu'elles sont encore ouvertes. Non, elles ne sont pas ouvertes d'ailleurs chez nous. Ah non, c'est au Luxembourg. Ils ouvrent au Luxembourg. Moi, j'avais une question, s'il vous plaît. Oui, je vais répondre. Attends, je termine ma phrase. C'est vachement intéressant ce que je dis. Que toutes les terrasses au Luxembourg ouvrent de 6h du matin à 18h le soir, alors que dans le même temps, la Belgique ferme tout, quoi. C'est des choses qui nous échappent, hein, avec ce Covid-là. Donc, on va faire les paris pour ce soir. À mon avis, ils vont pas rouvrir les terrasses malgré le beau temps. Bon, je réponds à ta question, excuse-moi. C'était dans ce que vous avez dit au tout début du cours, quand vous expliquiez les mouvements d'abduction et d'adduction. J'ai pas compris les mouvements du trapèze et du trapézoïde. À chaque fois, j'aurais cru voir sur les schémas que c'était l'inverse. Mais c'est possible que je me trompe. Hein. Moi, j'ai pas le dernier qui parle qui a raison. Hein. Alors, attends, on va revenir là-dessus, si tu veux bien. Quand je vais remonter. Là, c'était ici. Tombe. Alors, sur l'inclinaison UR, tu veux qu'on reprenne ces deux diapos-là, c'est ça? Si possible, oui. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, je suis sur l'inclinaison radiale. Je vais donc avoir, moi, je raisonne toujours distance par rapport au scaphoïde. Donc là, je sais que mon scaphoïde va se coucher. Alors, le carpe, il va tourner autour de toute façon du capitatum. Ça, c'est toujours donc ici au centre de la main. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? On a notre rangée supérieure, c'est-à-dire en fait la première rangée, qui va se déplacer vers le haut et vers le dedans. Vous êtes tous d'accord, hein? Si vous regardez votre poignet droit, je fais de l'inclinaison radiale, j'ai le haut, enfin la première rangée, on a l'impression c'est pas qu'une impression d'ailleurs, elle se déplace vers le haut et le dedans. Vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde? On a un déplacement qui va être limité par la tension du ligament collatéral ulnaire ici, hein, c'est-à-dire du ligament latéral interne, et puis de la fronde au niveau ligamentaire, de la fronde du triquétrum, hein, c'est-à-dire oui, ça va pour tout le monde? C'est ce que j'ai dit? C'est ce que j'ai dit, oui. Là, la première rangée, ça, si je me mets comme ça, d'accord, elle va vers le haut et le dedans. Là, on est en médiane, là. Ouais, je fais de l'inclinaison radiale, vous êtes d'accord? Hein? C'est sûr que si on n'est pas d'accord sur les termes, les gars, là, je suis ici, si je fais une inclinaison, vous voyez ma main, là? Oui, on la voit. Bon, si vous êtes comme ça, si vous regardez tous votre main en face, là, je fais de l'inclinaison radiale, c'est-à-dire je vais vers l'extérieur, d'accord, vers le radius. La rangée du haut, globalement, puisqu'on tourne autour de ça, la rangée du haut, elle va vers le haut et le dedans. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, ça oui. Oui, non, merde, j'aimerais autant pas, mais vous êtes d'accord avec ça, d'accord? Donc on a la rangée du haut qui part vers le haut et le dedans. Le mouvement est limité par la tension du ligament latéral interne, et du triquétrum, et de la fronde du triquétrum. Le trapèze, puisque tu me parlais de trapèze, le trapèze, il est situé dans la colonne du pouce. Lui, la deuxième rangée, elle va avoir tendance à monter, puisque ça tourne comme ça. Elle va monter. Si elle monte, c'est-à-dire que si tu regardes, je prends ma petite flèche, voilà, on tourne dans ce sens-là, dans le sens horaire, on tourne dans le sens horaire. La première rangée va vers le haut et le dedans, donc en dessous, ici,
trapèze, trapézoïde vont monter. Ils vont monter. Et si ça monte, on a donc une distance utile qui va être diminuée. Si on a cette distance qui diminue, ça veut dire que le scaphoïde n'ayant pas de place, ou peu de place, va se coucher. S'il se couche, il se met en flexion. Et s'il se met en flexion, ça veut dire que toute la première rangée se met en flexion. T'es d'accord avec ça? Oui. Voilà. Et il est évident ici que, comme on a versant médial, on a une tension du ligament collatéral ulnaire ou ligament latéral interne et qu'on a la tension de la fronde du triquétrum, ici c'est le F, la fronde du triquétrum c'est quelque chose de ligamentaire, faisceau antérieur, du radio carpien antérieur et faisceau moyen du radiocarpien postérieur. Vous vous rappelez cette belle iconographie pas d'une bretelle, mais d'une ceinture qui retient le triquétrum chez Dufour. Eh bien, en fait, comme on a ces tensions ici, ligamentaires, on va avoir un triquétrum qui va avoir tendance au départ à se relever, si tu veux. Et il se relève, mais en fait, c'est ce que je te disais, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les gens nous disent que c'est, dans ce mouvement-là, c'est le triquétrum qui entraîne tout le reste. Mais non, on s'en fout que ce soit le triquétrum ou le scaphoïde. Il est plus facile de retenir, parce que jamais personne ne vous demandera quel est celui qui a commencé dans l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première rangée, elle part en flexion, c'est tout. Et je vous avais dit la dernière fois que sur ces mouvements-là, il fallait raisonner par rapport au scaphoïde. Est-ce qu'il a de la place, est-ce qu'il n'a pas de place? S'il n'a pas de place, il se couche, il se met en flexion, donc toute la première rangée se met en flexion. Si jamais il a de la place, il s'étend, il se met en extension. Alors que quand on raisonne, je reprends sur des raisonnements de la semaine dernière, quand on raisonne sur de la flexion-extension, je vous ai dit de ne pas raisonner en premier lieu sur la première rangée, c'est-à-dire sur le scaphe, dans mon esprit, ou sur le triquétrum si tu as envie de coller vraiment à la théorie, mais qu'il fallait se mettre sur la deuxième rangée. Pourquoi? Parce que la deuxième rangée, c'est celle qui servait d'insertion, enfin, qui servait de support aux muscles. Ouais. C'était la deuxième rangée qui entraînait tout. La première rangée, il n'y a pas de muscle dessus. Elle subit les mouvements de la deuxième rangée. Voilà. Donc, si tu me dis triquétrum, là, il monte, forcément qu'il monte, le triquétrum. Mais la première rangée, vous voyez bien que si je suis dans un sens horaire, là, cette première rangée, elle va vers le haut et le dedans. Et maintenant, si on prend l'autre diapositive, c'est-à-dire l'inclinaison ulnaire, eh bien, dans l'inclinaison ulnaire, on a la première rangée qui, elle, va cette fois-ci vers le bas. On est en sens anti-horaire, si tu veux. On a la première rangée qui va vers le dehors et le bas. Le lévateur passe. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est exactement l'inverse, Cocotte. Si tu m'as dit que tu étais d'accord tout à l'heure, quand je t'ai fait ça, imagine quand même l'inverse, quoi. Non? Tu n'imagines pas l'inverse? Voilà. T'essayes. Regarde, si je fais une inclinaison radiale, ici, je tourne en sens horaire. Si je fais une inclinaison ulnaire, je tourne en sens anti-horaire. Oui? Donc si je tourne en sens anti-horaire, j'ai donc ma première rangée qui va vers le bas et le dehors. Oui. Non, on a le droit de ne pas capter tout de suite, pas le problème. Donc la première rangée se déplace en bas et en dehors. Le néatome, vous voyez bien qu'il passe complètement sous le radius. Le trapèze et le trapézoïde, ils ont tendance à descendre, d'accord? On est dans un sens anti-horaire et ils descendent, ils s'ascensionnent pas, eux. Pour répondre à ta question, tu me dis trapèze, trapézoïde, je verrai l'inverse dans votre truc, mais non, tu vois pas l'inverse. C'est en sens anti-horaire, ils s'éloignent du radius, donc ils vont vers le bas. D'accord? Je vous rappelle une position anatomique, on a les doigts vers le bas, donc ils sont tirés vers le bas.
Et en fait, ils sont limités par le ligament latéral externe cette fois-ci. D'accord? Par la tension du ligament collatéral radial. Et si on a le trapèze et le trapézoïde qui ont tendance à descendre, eh bien, on augmente la distance utile, c'est-à-dire la distance entre ces deux os de la deuxième rangée et le radius, la distance est augmentée. Si elle est augmentée, il y a de la place, le scaphoïde peut se redresser. S'il se redresse, il se met en extension. Et donc, toute la première rangée se met en extension et elle s'est contrebalancée par une flexion de la deuxième rangée. Et c'est ce que on disait tout à l'heure sur la dernière diapo, c'est que quand vous allez continuer vos mouvements d'adduction, le capitatone, là, au bout d'un moment, il tourne et il va venir se loger dans la concavité du scaphoïde ici. D'accord? Et on a vu que toutes les contraintes, c'était la dernière diapo, passaient, alors 85% passent par le radius, mais vous aviez 50% par le scaph ici, et donc 35% par le lunatum. Et on retombe sur la toute première diapo qu'on a vue avec ce scaphoïde qui était pété juste ici au niveau de la concavité. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci beaucoup. De rien. Voilà, j'en ai fini aujourd'hui. Alors, la prochaine fois, c'est sympa, on se voit pas. Enfin, quand je dis c'est sympa, c'est pas parce que je vous vois pas que c'est sympa. C'est sympa pour vous, c'est un long week-end, hein, c'est le week-end de Pâques. Donc nous, on se revoit dans 10 jours maintenant, et tous les derniers cours vont donc traiter de la main. Hein, et la main, on essaiera d'être un peu plus pointu qu'on ne l'a été sur, encore que voilà, si vous avez compris ça sur le poignet et sur le coude, vous avez compris l'essentiel. Hein. Allez, bonne soirée à tous. Merci à vous aussi. Merci, Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.